Bienvenue à tous sur Cinéma Mon Amour, l'émission de cinéma sur Radioactive 100 FM, l'émission de tous les jeudis, une fois sur deux, mais pas tout le temps. Nous sommes le 19 octobre et c'est la 44e déjà. Bonjour à tous. Ça commence bien. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une heure de cinéma à passer ensemble avec des news, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de griffe, des coups de... je sais pas. Aussi tout ça avec de la bonne humeur bien sûr, un peu de mauvaise foi, ça arrive parfois, mais toujours avec passion et humour. C'est Cinéma Mon Amour. Voilà, alors tout de suite je présente l'équipe qui a décidé de me quitter. J'ai une superbe équipe autour de moi, mais qui n'est pas autour de moi. Elle est en face, derrière la vitre. Mais bon, on fait avec, hein, ou sans. Alors, on commence par Nathalie, qui est toujours aux manettes, et on la remercie pour ce magnifique départ. Voilà. Pour une fois, le premier de la saison. Déjà, au bout de 5 minutes, tu es à 100% de réussite. Eh ben, écoute, Eh ben, écoute, je vais garder les 100%. Continue, Voilà. Bonsoir. Bonsoir, tu as vu des films. J'ai vu beaucoup de films, oui. Tu vas nous parler Est-ce que tu as aimé des films? Je ne les ai pas tous aimés. D'accord. Bon. Je vais être désagréable encore. Super, mais on t'aime comme ça aussi. Maxime, bonsoir. Bonsoir Luc. Ça va? Oui, ça va très bien. Bon, toi je te pose pas la question, enfin, tu vois des films, hein. Tu revois des films, j'ai l'impression. Oui, il y a des mazos partout. Oui, bah, on va voir. Oui, non, mais j'ai vu des belles choses et j'ai revu des choses qui m'ont intéressé. Et qui t'ont interpellé. Ouais. Voilà. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on fait un petit enchaînement. Un petit enchaînement comme ça? De type musical. De type musical? Oui. On est obligé? Une transition ou pas? Une transition. Ou pas? De l'actualité du ciné, c'est la rubrique Actua Ciné qui est consacrée, enfin que nous propose plutôt Maxime. Et Maxime, nous aussi on fait notre petit hommage à Jean Rochefort, c'est ça? Un tout petit peu quand même. Oui, puisqu'au final, moi personnellement, Jean Rochefort, j'ai grandi avec Jean Rochefort, on peut dire ça. Ah bon, je savais pas. Parce que... T'en as de la chance, Non, mais si j'ai grandi avec ces films, c'est vrai qu'un éléphant ça trompe énormément. Le Crabe Tambour et Tandem, c'est des films que j'ai vus très jeune et qui m'ont énormément marqué. Donc voilà, j'ai un peu l'impression, je pense que c'est un peu pour tout le monde, l'impression d'avoir perdu un peu un proche, à travers un proche un peu comme être un proche que je regardais souvent, quoi, au final. Alors, non, mais en plus, moi j'ai l'impression que, moi c'est effectivement les films, hein, de Rochefort, et j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, au final, c'était pas tant les films que en fait les émissions, en tout cas les interviews, ou en fait sa personnalité en dehors des films qui rayonnait de bienveillance, de malice, etc. J'ai l'impression que c'est ça qui touche, on va dire le plus grand, et peut-être moins sa filmo, même si elle est impressionnante. C'est un acteur qui a une classe exceptionnelle, une présence folle, et même quand il ne jouait pas la comédie, il faisait des apparitions très remarquées. Notamment, il avait fait une émission l'année dernière qui s'appelait Le Bolos des belles lettres sur France 5, où il revisitait un peu la littérature française avec des mots un peu jeunes, on va dire. Et c'était vraiment très réussi. Il arrivait à faire vivre justement son propos. Moi, j'aimais quand il chroniquait l'équitation. Ah oui, effectivement. Aussi. C'était très drôle. Enfin, bon, voilà. Voilà. Ben, écoutez... Ciao l'artiste. Voilà, au revoir. Et pas à bientôt, mais au revoir. Les news, Max. Alors, donc, 20 ans après Titanic, Kate Winslet va retrouver James Cameron dans les suites d'Avatar. Donc, elle incarnera le personnage de Ronald. De Ronald, qui a visiblement un rôle très important pour la suite de la franchise. Voilà. D'accord. Et ensuite, je pourrais parler de lancement d'une plateforme, la plateforme de Nicolas Winding Refn, qui, on sait depuis des années, Nicolas Winding Refn restaure beaucoup de films qui sont oubliés, de tous genres confondus. On peut penser notamment que c'est lui qui avait contribué à la restauration de La planète des vampires de Mario Bava. Ah oui, d'accord. Qui est ressorti là. Qui va sortir en Blu-ray dans pas longtemps. Et il a annoncé donc au Festival Lumière, il y a quelques jours, qu'il allait avoir le lancement d'un site internet de streaming
prénommé by Nicolas Winding Refn. Faudrait lui dire Afin- aussi qu'on a complètement oublié son film Neon Demon. Voilà. qui était vraiment pas mal. Ah d'accord. ok. Esthétique. Qui était Regarde. magnifique esthétiquement en tout cas. Voilà. Et voilà, et l'idée en Qui gros, est un bel objet creux. Oh, ça casse d'entrée. bah, un peu comme le sujet qui traite, hein, donc c'est. Oui, bien sûr, c'est un postulat. mais C'est un alors, postulat, voilà. ok. Et l'idée Alors, en en gros, ce c'est sens, il a réussi. Oui, son bon, objet creux. bon, bref. Et l'idée était est que chaque mois, il va y avoir un film qui va être disponible sur sa plateforme. Et ça va servir un peu de point de départ créatif pour toute autre forme d'art. Voilà, l'année sera découpée en 4 semestres et quasiment chaque C'est une bonne semestre, un invité va devenir rédacteur en chef du site et Est-ce que tu es va sûr de amener toi un pour film. les 4 semestres? Oui, bah, c'est ce qu'il a dit. Hein. J'ai repris Pour une année, 4 semestres. D'accord, non, mais c'est bon. 4 trimestres, pardon. 4 Ah bon, trimestres. voilà. Ouais, ça. non, et merci de m'avoir repris. Je t'en prie. Ça me fait plaisir. 4 trimestres. Oui. Et en gros, bah, chaque invité fera office de rédacteur en chef et en gros, il essaiera de créer du contenu autour des films. Voilà, pour éveiller la curiosité et l'envie justement de faire de l'art. Voilà. Et ça sera totalement gratuit, sans abonnement ni publicité. Et ça sera mis en service en février 2018. C'est bien. C'est une bonne. Gratuit? Gratuit totalement, sans publicité, sans rien. C'est beau. Non, mais franchement, C'est pour les cinéphiles, en tout cas. C'est Enfin, pour un tout beau le monde, geste. mais- Après, il faut voir, mais je trouve que c'est déjà une belle démarche. Après, il a beaucoup de soutien, notamment il y a la plateforme Mubi qui justement soutient le site et lui a permis justement de mettre... Oui, donc de il a quand pouvoir même des mettre- rentrées d'argent, le garçon. Il a des rentrées d'argent et toutes les personnes qui ont un abonnement à Mubi pourront voir les films en avant-première. Mais ça sera disponible Après, au plus grand nombre. ce sont dans pas le- des dans le films principe. sur lesquels on va se disputer sur les droits non plus. Donc, Je pense pas non plus, mais c'est vrai qu'il y a des trucs pense, très intéressants et que de toute façon, lui, il les a acquis les droits, donc il est a acquis les droits, donc il est libre de les mettre sur son site. c'est très bien, mais c'est une info très Intéressante. intéressante. Voilà. Ouais, franchement, Voilà. c'est. Je suis presque au bord des larmes. Ah, mais je te sens très en forme. C'est parce qu'on t'a abandonné que t'es tout Pas seul? du tout, non, parce que je suis arrivé un petit peu en avance et j'ai pu m'assoupir 2-3 minutes et ça m'a fait du bien. Maxime, Une bande-annonce, la bande-annonce de Marilyn de Guillaume Gallienne, qui est sortie il y a quelques jours. Donc voilà, avec Adeline Dermy, qui est une de ses compagnonnes de route à la Comédie Française, qui vient de ternir le rôle de titre, celle d'une jeune campagnarde qui monte à Paris pour devenir comédienne. Dans les autres rôles, il va y avoir aussi Vanessa Paradis et Xavier Beauvois. Voilà, et donc on va suivre un peu ces mésaventures justement d'une jeune comédienne qui va monter à la capitale pour devenir célèbre. il joue Voilà. dedans? Non, il est à la réalisation Voilà. et ça promet un ton assez différent. Je pense un peu moins axé sur l'humour, un peu plus sur le drame. En même temps, dans son premier film, il joue 14 rôles, donc peut-être que dans le deuxième, Oui. il s'est dit je vais me reposer un peu. Je pense aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses Oui, non? Pas de bande-annonce, à moins que vous vouliez rajouter une bande-annonce ou autre chose. Bon, je crois que non, on va peut-être s'arrêter là. non, mais on voulait parler Vas-y. on n'avait pas parlé d'une bande-annonce? On n'avait pas dit qu'on parlait d'une bande-annonce? Non. Non, Non, en fait, non. C'est un Pas- bide. Non, j'ai plus Non, qu'une finalement, bande-annonce, non. donc voilà. Voilà. Finalement, non. Voilà. Vous l'aurez peut-être sur la page Voilà. Facebook. Vous aurez la Mais chance peut-être mais sur c'est pas Facebook. sûr. Voilà. On va se concerter. Allez sur en notre fait. page, voilà. Maintenant, Maxime, il est sur l'affaire. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va se détendre. Hein. Un petit peu. Alors oui, on se détend. Hein, on se détend avec cette première chronique. Comme c'est la première chronique, on va traiter de numéro 1. Voilà, c'est une parfaite transition. Donc, bon. Et c'est Nathalie Oui. qui s'y colle. Tout à fait. Un film de femme, c'est parfait pour toi. Ah, donc carrément, tu me cantonnes au film de femme. Je te signale que c'est toi qui m'as dit qu'il l'a vu. Oui. Voilà. Et parce que le Et thème... tu es la seule à l'avoir vu. Voilà, Donc, je bien n'ai pas eu sûr. le choix. Donc, numéro 1, film de Tony Marshall. On va suivre Emmanuel Blanchet, qui a gravi les échelons de son entreprise en tant qu'ingénieur. Et avec succès, et qui va se voir un beau jour proposer de prendre la tête d'une entreprise du CAC 40 par un réseau de femmes influentes.
Elle sera la première femme à occuper cette fonction. Et pour y arriver, elle va devoir surmonter des obstacles professionnels et intimes. Alors, le film part sur les manœuvres, les difficultés, les bassesses de nos dirigeants pour arriver au sommet. Dirigeant d'entreprise ? Dirigeants d'entreprise et pas que. D'accord. Donc là, on le voit sous l'angle d'une femme, de la première femme qui va avoir la responsabilité d'une entreprise du CAC 40, puisqu'il n'y en a aucune. Que l'on soit, je pense, homme ou femme, les difficultés que l'on doit surmonter pour atteindre ce niveau est le même. Après, je pense que c'est un cercle un petit peu fermé où il n'y a que des hommes, effectivement. Mais là où le film pêche, c'est que les difficultés que notre personnage principal va devoir surmonter, je pense, ne sont pas assez retors, ne sont pas assez méchantes pour faire peur à une femme qui, si elle arrive à ce niveau-là, c'est qu'elle a quand même les reins solides, excusez-moi, et qu'elle peut et qu'elle a de quoi y arriver. Je pense qu'en termes de mesquinerie, de méchanceté, d'esprit retors, une fois qu'on a vu House of Cards, même si ça traite d'un dirigeant et de sa femme, on ne peut pas faire mieux. Et c'est là où le film pêche un peu. J'attendais un petit peu plus de mordant. Là, on voit une excellente performance d'Emmanuelle DeVos, qui est vraiment très très bien. On voit C'est une très bonne actrice. C'est une très très bonne actrice. On a Richard Berry qui est très très bien. On a Sami Frey qui... Ils sont tous très très bien. J'ai un gros bémol sur Benjamin Biolay, que je n'aime pas, que je n'apprécie pas. Et en tant qu'acteur, ça va être pareil qu'avec le chanteur. Je pense que c'est lui qui m'a le plus dérangé. Je pense que... Est-ce qu'on le comprend quand il parle, Benjamin Biolay? C'est ça le problème. Parce que même quand on chante, c'est pas évident. Quand il est au cinéma, c'est pas évident de le comprendre. Il n'articule pas beaucoup. Il n'articule pas beaucoup, mais là, il est dans une nonchalance qui lui va bien par rapport au rôle. Et il est plutôt pas mal, mais je ne l'aime pas. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est la différence. Donc ce n'est pas objectif. Ah, mais pas du tout. Voilà, absolument. Mes chroniques ne sont absolument pas objectives. Mais là, c'est encore moins. Mais t'es étonné qu'elle fasse du clientélisme encore aujourd'hui, après même moi, au bout de 6 mois d'émission, je suis plus étonné. Mais Sami Frey est absolument sublime. Vraiment. Mais là... Le problème, c'est qu'il est plus très frais. Effectivement, on le voit aussi. Si le film se voulait jouer sur les inégalités hommes-femmes, je pense qu'on passe un petit peu à côté de son sujet. J'attendais plus de magouilles, plus de hargne, qu'elles doivent se battre un peu plus. Je reste sur ma faim, ou alors elle en fait pas assez, ou alors elle a mal dirigé son film. D'accord. Par contre, pour la performance d'Emmanuelle DeVos, qui est à mon goût, l'une des grandes actrices françaises que l'on ne voit pas assez à l'écran, je pense qu'on peut aller voir... J'ai entendu en interview, elle ne voit pas assez à l'écran parce qu'elle choisit ses films, elle refuse beaucoup de choses. Elle refuse les merdes. Moi, je dis bravo à cette dame. Oui. Et aussi, je crois qu'elle fait partie d'une compagnie théâtrale qui fait beaucoup de spectacles et je crois qu'il fait un spectacle par an. Elle fait du théâtre. Donc, non, moi je dis bravo, on la voit pas beaucoup, ce qui est dommage pour nous parce que on y perd. Mais bon, le film, pour moi, je l'ai trouvé moite-moite. Un petit peu déçu, un petit peu... voilà. Mais... ça reste quand même un film français avec un certain niveau passable. D'accord. Donc Tony Marshall a réalisé son chef-d'œuvre alors. Oh que t'es méchant. Non mais et ça t'étonne au bout de 6 mois Ben oui, je suis naïf. Hein. Oui, welcome. Et voilà. Vous êtes sur Radioactive et c'est le moment où tout bascule dans l'émission. C'est le moment de la chronique 2, de la chronique sur Blade Runner 2049 que nous n'avons pas fait la dernière fois parce que nous ne l'avions pas tous vu. J'étais la seule. Et puis on voulait aussi laisser un peu de temps à vous, hein, chers auditeurs, de pouvoir aussi le voir et éviter de vous spoiler le film ou le divulgacher comme on dit au Québec. Alors Blade Runner, comment parler de Blade Runner?
Alors c'est difficile d'être objectif aussi, puisque personnellement, c'est fait partie des films cultes. Alors, il a été culte très très tôt pour moi, puisque je me souviens, quand il est sorti en 82, d'être vraiment à l'âge où je n'ai pas pu, je devais avoir 11 ans, quelque chose comme ça, et puis c'était interdit au moins de 12 ans. Voilà. Et voilà, comme j'ai eu la chance d'avoir des frères qui aimaient la science-fiction, la littérature de science-fiction, tout de suite il est devenu culte pour moi et je l'ai vraiment. J'ai, comment dire. T'as été bercé. J'étais bercé, mais si vous voulez, j'ai usé la VHS. La cassette. J'ai usé mais pour de vrai, la VHS. J'ai éprouvé le DVD. Et là, le Blu-ray, il commence à ramasser, quoi. Donc voilà. Donc effectivement, Blade Runner, la suite, c'était compliqué. Ça a été, pour moi, c'est assez compliqué. Et surtout, ce qui était le plus compliqué, c'est que je trouve que c'était la plus mauvaise idée du monde, mais avec le plus grand des réalisateurs actuels, à mon sens, qui est Denis Villeneuve. Alors forcément, les attentes étaient grandes. J'ai essayé de me préserver des images qu'on avait à droite à gauche. Et donc voilà, j'y suis allé quand même avec beaucoup de curiosité. Je suis obligé de replacer un petit peu le contexte. Alors, je vous fais le résumé. C'est pas facile le résumé. Difficile. Difficile. Je vous fais le résumé Allociné que j'ai un petit peu The référence. j'ai un petit peu amendé quand même. Alors en 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés en bio-ingénierie, appelés répliquants. L'officier K, répliquant lui-même, est un Blade Runner, une force d'intervention d'élite chargée de trouver et d'éliminer les derniers humanoïdes d'une précédente génération, les Nexus 8. Au cours d'une enquête, il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde. Les plus hautes instances décident alors que c'est à son tour d'être traqué et éliminé. Voilà. Pour autant, il décide de poursuivre son enquête qui le mène à Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies. Voilà, Rick Deckard, 30 ans. Harrison Ford, 35. Voilà. Et voilà. Et l'officier K, c'est Ryan Gosling. Oui, effectivement. C'est Ryan Gosling. Voilà, d'accord. Excuse-moi. Alors, j'avoue que quand j'étais dans le film, j'ai pris un pied monumental. Je dois l'admettre, parce que il y a une vraie claque visuelle. Sans doute pour être à la hauteur du premier opus. L'avenir dira si les effets spéciaux se démoderont ou pas, ce qui n'a pas été le cas pour Blade Runner. Les effets spéciaux ne se sont pas, je crois que c'est Douglas Trumbull, ne se sont pas démodés. Ils ont pris un coup de vieux quand même. Oui, Pas tant que ça. Hein. pas tant que ça. Non, mais on voit qu'ils datent. Ouais. Non, en même temps, je lis les textos d'un auditeur anonyme et qui me font rire. Pardon. Donc, voilà, une claque visuelle. Donc, du coup, j'en profite pour faire un grand coup de chapeau, un big up à Roger Deakins. Parce qu'il nous écoute, évidemment. Roger Deakins nous écoute depuis Los Angeles, bien sûr. D'ailleurs, je dois le rappeler juste après. Et qui, le pauvre, a eu au moins 13 nominations aux Oscars, et pas pour les moindres, hein, pour Les Évadés, Fargo, No Country for Old Men, qui est sublime, Skyfall, sublime, et qui a rien eu. Voilà. Les Oscars ne connaissent que Emmanuel Lubezki, qui est un génie aussi de la photographie, mais bon, voilà. Et je dois dire peut-être même que cette claque visuelle à chaque fois m'a mis à distance, parfois, du film. Ça me détachait un peu. Alors, soit c'est effectivement la puissance visuelle, soit, et j'ai bien peur que ce soit le cas, ça soit l'histoire qui ne m'a pas tant accroché que ça. Je ne parle pas du scénario, je parle de l'histoire. Voilà, et c'est quand même regrettable que ça soit l'histoire qui nous tienne un petit peu à distance, enfin, en tout cas en ce qui me concerne. Alors, je te trouve sévère quand même. Alors attends. Mais moi je te suis. Oui, alors attends, n'y est pas encore. Et pourtant, ils ont repris le même scénariste, Anton Fancher, qui a peut-être écrit un seul scénario de génie, qui est le Blade Runner original. Et je me demande, comme autant Ridley Scott s'est dit, puisqu'il continue à produire, s'est dit bon, voilà, il faut que je donne, c'est trop important Blade Runner, il faut que je donne la réalisation à un vrai génie. Il a fait à Denis Villeneuve. Autant
enfin quelqu'un de talentueux, autant il a dit non, mais on va continuer sur le scénario. Et je me demande si du coup, Ça pêche pas. voilà, il me demande si c'est pas une erreur, si on n'aurait pas dû demander à un autre génie du scénario, eh bien d'imaginer la suite au lieu de quelqu'un, bon, qui était effectivement à l'origine. Et voilà, moi voilà, je suis un peu déçu du scénario. Je ne suis pas déçu de la mise en scène. Je trouve qu'il y a quand même à la fois des fulgurances. Je voudrais en dire plus, mais je voudrais pas non plus En je dire voudrais trop. pas, voilà, en dire trop. Ouais. Et voilà, moi j'ai l'impression, pour être resté un petit peu vague, que cette histoire-là, alors que dans le premier, on avait quand même ce qui était important, c'est cette référence philosophique entre le devenir de l'humanité, le questionnement sur le devenir de l'humanité face à des robots qui sont en recherche d'humanité. Les réplicants voulaient allonger leur durée de vie Ouais. parce qu'ils se découvraient des sentiments, ils se découvraient humains. Et en face, on avait des humains qui, en voulant les détruire, se trouvaient encore moins humains que les réplicants. Vous voyez, ce paradoxe et cette question philosophique, elle est intéressante. Et c'est d'ailleurs le slogan de la Tyrell Corporation dans le premier Blade Runner, c'était les réplicants plus humains qu'humains. Vous voyez, donc il y a plein. Bon, après, il faut laisser à César ce qui est à César. Ça vient de Philippe Cadic aussi, Esprit tourmenté mais génial, qui est l'auteur des moutons reptiles, des humanoïdes reptiles de moutons électriques, on va y arriver. Et voilà. Et là, j'ai l'impression que dans cet opus-là, on bascule dans une histoire qui plus une histoire classique, un peu à la Matrix, un peu à la Hunger Games, tout ça. Où Hunger Game Attends, carrément. Attends, où on est comme ça, on bascule dans un truc un peu universaliste où il y a un élu là comme ça qui va changer, qui va bousculer la société, qui va tout renverser. On est dans un truc un petit peu global, alors que Blade Runner c'est pas ça. On est dans une petite histoire et là tout de suite on bascule dans une grande histoire. Et en plus Rick Deckard est au milieu de tout ça. Voilà, personnellement, j'ai du mal. D'accord. Chacun se fera son idée. Et puis, j'ai un dernier petit regret. Oui, je sais que tu as levé la main. Tu me donneras ton cahier de correspondance, Maxime, et je te mettrai un mot pour tes parents. Zut. Comment dire déjà, heureusement que c'est Villeneuve. Heureusement que c'est Villeneuve qui est à la mise en scène, parce qu'il arrive quand même à des fulgurances. Il a une sublime direction d'acteur. Il y a une mise en scène quand même à certains endroits, même si je suis pas d'accord dans tout, c'est quand même sublime. Voilà, le dernier petit point, voilà, je veux dire, il y avait quelque chose avec Blade Runner qui était extrêmement important, et tu l'as témoigné il n'y a pas très longtemps, c'est la musique. La musique, c'était quelque chose. Et là, il y a Hans Zimmer, il fait quasiment du sound design. Et bon, voilà, je trouve qu'on marche sur trois pattes. C'était fait exprès, il voulait pas toucher à la musique pour vraiment qu'il y ait une continuité dans les deux opus. Et moi, je trouve ça très beau et réussi. Ouais. Ou Bon. pas. Bon, mais D'accord, bon. peu importe. Voilà. Donc voilà, c'était mon avis, je le partage. Maxime, t'as levé la main. Oui, ben moi je partage assez l'avis de Luc. Juste, je trouve que le scénario est un peu, disons, un peu superficiel. On voit où il veut en venir. On voit dès le départ en fait quel chemin va prendre le scénario. Et je trouve ça un peu dommage, surtout que dans Donc, le j'ai parlé 1, de l'histoire, je ne pas parler de scénario. Le scénario, il se tient, mais l'histoire, c'est l'histoire. moi c'est Pour moi, le le sens fil de l'histoire. narratif. Quand je parle de scénario, c'est vraiment le fil narratif, c'est-à-dire du début jusqu'à de la première à la dernière seconde. On voit où il vient, où il va, et j'ai tout de suite certaines ficelles de on va dire certains twists, je les ai repérés à l'avance. Donc c'est vrai que j'ai pas trouvé ça très très brillant, en sachant que dans le premier, ce qui m'avait énormément plu d'ailleurs dans le premier, c'est que c'est une histoire de polar qui fait référence C'est peu un au polar, faucon, c'est un polar, au faucon maltais, à absolument. tout ça, au faucon maltais. Film noir des années Oui, 30. voilà, au film noir des années 30. Donc ça fait. C'est quasiment du Philippe Marlowe, quoi, de toute Ah oui, façon. tout à fait. Voilà. Donc, et c'est ça qui m'avait énormément plu. Donc c'est vrai que passer du 1 au 2, passer du scénario du 1 au scénario du 2, il y a une perte de qualité. Mais par contre, il y a un point où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je trouve que les thématiques, il fallait pas garder cette même thématique, c'est-à-dire garder un peu l'humanité des androïdes justement, et qu'il fallait un peu enrichir et partir sur une nouvelle thématique, ce que fait le film, notamment avec le rapport avec le virtuel. Ah ben, moi, J'ai j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé très intéressant, j'ai vraiment très intéressant. Ouais, ben, ça m'a pas. Alors moi, j'ai lu beaucoup de trucs là-dessus, et je sais que en même temps, Fincher avait déjà lui continué un scénario,
Et il avait, avant qu'on fasse la suite, il avait déjà, et il voulait absolument garder des petits points, des petits détails. Par exemple, il y a une girlfriend qui est virtuelle, on dévoile rien. Anna Hein. de Armas. Voilà. Et oui, d'accord, merci. Et voilà. Pardon, il m'a déconcentré, vilain. Pour une fois que c'est dans le sens inverse. Et si tu veux, cette chose qu'il avait écrit il y a Merci, très Athaï. longtemps, il a voulu absolument le garder. Ben, moi, je trouve que ça faisait un petit peu. Alors que, si vous voulez, Blade Runner, il en avance dans ses thématiques sur ce qu'on vit actuellement. On vit dans la charnière du transhumanisme. On est en train de se poser les questions Google, machin. Tout le monde se pose les questions de qu'est-ce que nous, on va devenir. Et ce glissement vers les intelligences artificielles, etc. Blade Runner Kadik se pose déjà la question depuis très longtemps, et d'autres, Asimov, etc., dans l'âge d'or de la littérature de SF. Et Blade Runner, le film, est un point culminant, voilà, en matière de cinéma. Je me dis, tu vois, avec Blade Runner 2049, alors qu'on est actuellement dans ces questionnements, ça doit aller plus loin. Alors, et je ne pense pas que le virtuel soit une réponse, ou en tout cas une piste intéressante. Ça devrait être beaucoup plus général, beaucoup plus philosophique à mon sens. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de facilité au niveau de l'histoire et des scénarios, comme quoi vous avez vu un petit peu dans le numéro 2 des facilités. Si vous regardez bien le premier, il y a des facilités aussi, il y a des choses attention à ce que tu dis. Attention. Ah, attention, je suis derrière la Alors, vitre, toi- mais attention, ça peut valdinguer les portables. Hein. Et même des chaises, hein. Des chaises à roulettes. Hein. Je crains des gars. Tu avais des grands frères, moi j'avais un grand cousin. Donc j'ai pas pu aller le voir au cinéma parce que, comme tu l'as gentiment dit, nous étions trop jeunes parce que nous avons à peu près le même âge. Par contre, il est sorti en VHS. Coucou la VHS. Un an et demi après. Merci la VHS. Voilà. Mon cousin donc l'a acheté et c'était des séances non-stop. Donc je l'ai vu et pour moi aussi c'est un film culte. Mais en le revoyant, parce que j'ai voulu absolument le revoir avant d'aller voir la suite, je me suis rendu compte qu'avec l'expérience, parce qu'on voit quand même pas mal de films tous les ans et tout ça, il y avait aussi des facilités. Alors je l'adore le film, vraiment. Mais il y avait ce que vous reprochez au 2, il y avait exactement les mêmes pour le 1. Non, pas d'accord. Pour moi, le 2, c'est l'une des meilleures suites, avec un aussi laps de temps. Enfin, il y a eu un laps de temps très très long entre les deux. C'est l'une des meilleures suites qui existent. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. On reste dans la même ambiance. La musique a été légèrement remise au goût du jour, mais on ne l'a pas changée. On est resté sur... Contrairement à toi, moi, c'est l'histoire, dans cette continuité, dans cette évolution de l'histoire. Ça ne m'a pas dérangé, au contraire, j'ai aimé. Je ne sais pas si on nous avait changé l'histoire, si j'aurais pu aimer. Donc voilà. Après, je pense que tout est respecté et j'ai vraiment beaucoup aimé la suite. D'accord. Comme beaucoup de gens, et c'est tant mieux. Oui. C'est tant mieux. Mais bon, c'est pas non plus le succès attendu, malheureusement. Mais comme tout bon film, c'est en vieillissant qu'on verra qui a raison. C'est vrai. Après, comment dire, c'était hyper dur, quoi. C'était hyper casse-gueule. Heureusement que c'était Villeneuve. Heureusement, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, et bien c'était le débat. C'était le petit on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais dans tous les cas, allez le voir, c'est quand même quelque chose. C'était quand même le film le plus attendu, je pense, de l'année. Ah oui. Oui, et c'était le truc le plus casse-gueule depuis ces 10 ou 20 dernières années. Et voilà. Quand même et on passe un bon moment. C'est pas d'une plantade. Voilà, c'est pas une plantade, on passe quand même un bon moment, les 2 heures. Ah non, c'est pas du tout on une chipote, plantade. mais c'est vraiment un bon film. Oui, on chipote parce qu'on est une ultra fan du premier, c'est quand même très compliqué. Voilà. Eh bien, vous êtes toujours sur Radioactive, les amis, et c'est la bande à cinéma, la bande à Maxime. Ça marche bien, la bande à Maxime. Donc tu dis la bande à Luc, bof, c'est pas. Mais la bande à Maxime, c'est bien. Ah, la bande à Nathalie, ça marche aussi. Hein. Ouais. Normal, je suis armé. Donc La Passion Van Gogh. Ah, Passion Van Gogh. Tu sais qu'on dit Van Gogh en néerlandais. Bon, je vais essayer de le faire. Donc La Passion Van Gogh. Non, oui. Vas-y. Fais-le comme tu le. Ah, ça marche. Tu viens comme tu es. La Passion Van Gogh est un projet ambitieux basé sur plus de 120 toiles de Van Gogh. Les deux réalisateurs, Dorota Kobiela
et Hugues Welchman ont cherché à rendre hommage à l'artiste peintre tout en faisant en sorte que chaque plan de ce long métrage d'animation ressemble à une toile de l'artiste hollandais. Est-ce que le pari est réussi ? Plutôt. Tout simplement parce que c'est pas un exercice esthétique vain. L'esthétique se met... Pardon, je voudrais te féliciter parce que c'était pas facile. Vas-y, excuse-moi, je te coupe. Ça y est, tu m'as déconcentré. Non, mais l'esthétique se met au service d'une histoire policière, celle d'un jeune homme, Armand Roulin, qui peu de temps après la mort du peintre est chargé par son père de remettre une lettre écrite de la main de Vincent à son frère Théo. Donc bien sûr, il va pas tout de suite trouver son frère, qui est mort d'ailleurs à cette époque-là. On va l'apprendre. Et donc c'est un voyage plutôt vers Anvers, la dernière partie, la dernière résidence de Van Gogh. Auvers-sur-Oise, pardon. La dernière résidence de Van Gogh où justement Armand va se rendre. Donc voilà. Donc c'est l'intrigue policière est presque accessoire, je dirais. Pas tant parce que c'est pas parce qu'elle est pas intéressante, c'est juste parce qu'elle est un peu convenue. Mais sinon, il faut se dire que pour construire le personnage de Van Gogh, les derniers jours, la manière dont on nous le raconte, ils se sont basés sur quand même plus de 800 lettres manuscrites de Van Gogh, ce qui est colossal. Donc il y a vraiment une envie de vouloir cerner la personnalité de Van Gogh, tout en lui donnant une esthétique magnifique vraiment, avec justement chaque plan est quasiment une toile de Van Gogh. Et j'ai trouvé que même si on peut regretter que l'histoire et le scénario passent un tout petit peu au second plan, c'est quand même une œuvre à voir, une œuvre vraiment fascinante pour tous ceux qui ne connaissent pas Van Gogh. Et voilà, et j'ai trouvé que c'était vachement réussi. Est-ce que par rapport à tous les autres films sur les peintres, comme on a eu Cézanne et moi, comme on en a eu... Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est vraiment un film qui rend hommage... Formidable. Non, mais c'est vraiment un film qui rend hommage non seulement à la personnalité de l'artiste, mais aussi à l'œuvre de l'artiste. Ah. Car c'est vraiment dans le trait, je le reprécise une dernière fois, on dirait vraiment des tableaux de Van Gogh. Donc, ils se sont énormément basés sur des tableaux. Est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que c'est un hasard, tu penses ? Non, je pense que c'est une envie, comme je le dis, une envie de vouloir lui rendre hommage de cette manière. Et le fait, et ce qui est encore plus difficile et ce qui rend l'exploit encore plus extraordinaire, c'est que on voit à certains moments qu'il y a des toiles, mais ils peuvent pas en fait accumuler une succession de toiles sur 1h30 de film. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tourné le film avec de vrais acteurs et ils ont ensuite reproduit les images les images du film en gros en toile de peinture dessinée comme Van Gogh avec justement à l'huile justement, je crois que c'était à l'huile qu'il utilisait Van Gogh. Oui. Donc voilà, exactement la même manière de Van Gogh. Alors ce que tu me dis, ça me fait penser un petit peu à Monsieur Turner, le film. C'est vraiment, tout est fait en fait en aquarelle, quoi. C'est vraiment, tout est en plan d'aquarelle. Il n'y a pas un instant au film où il n'y a pas un plan d'aquarelle. Si peut-être les flashbacks, mais même les flashbacks, ils donnent une impression d'être dessinés. D'accord. Est-ce qu'on n'a pas... J'ai vu quelques photos et des fois j'ai l'impression qu'on a basculé sur une application, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, où tu... Photoshop. Ah voilà, c'est ça. Mais il faut dire que c'est... Non, mais il y a des où tu passes des filtres, tu sais, comme ça. Non, un peu bas de gamme. C'est vraiment travaillé, quoi. C'est vraiment travaillé. Il y a eu, je crois, 3 ou 4 ans de travail dessus et on les sent à chaque image. Voilà. D'accord. Après, comme je dis, l'histoire passe au second plan. Il ne faut pas aller le voir pour l'intrigue policière en elle-même, mais plutôt pour l'hommage qu'ils rendent à Van Gogh. Merci pour cet appel. C'est beau. Super, sublime. Merci beaucoup. Vous êtes sur Radioactive 100 FM, les amis, je vous le confirme, et vous êtes dans Cinéma Mon Amour avec la crème des chroniqueurs cinéma de votre quartier. Voilà. On enchaîne avec la suite, bien sûr. Oui, parce que enchaîner avec le début, ça serait compliqué. Voilà. Alors, on va parler de Detroit, parce que, excusez-moi, je parle en anglais, c'est comme ça, et c'est Nathalie. Ouais. Alors, Detroit, de Catherine Bigelow. L'été 1967 à Détroit est secoué par des émeutes raciales. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sortie du film coïncide à quelques jours près, et on ne va pas chipoter, aux 50 ans des émeutes de 1967
et qu'avec les émeutes de New York en 63 et celles de Los Angeles qui sont assez récentes en 92, elle fait partie des plus importantes émeutes raciales des États-Unis. Elles ont duré 5 jours et elles ont causé la mort de 43 personnes et de 467 blessés. Cette histoire vraie m'a émue et m'a choquée. C'est une histoire révoltante et ce qui est désolant, c'est c'est une histoire qui n'est pas si vieille, elle n'est pas si loin dans le temps. On pourrait penser qu'elle date d'un autre temps, d'un autre siècle, et en fait, on n'est séparés que de quelques décennies. Catherine Bigelow a cette intelligence, elle nous met tout de suite dans le vif du sujet, avec un générique de début absolument extraordinaire. C'est un petit dessin animé qui va nous mettre dans dans l'ambiance des États-Unis de cette époque-là. Comment on est arrivé en 1967 à ce que ça explose. Donc tout le petit film va nous expliquer ce qui se passe aux États-Unis et notamment à Detroit. Parce qu'on va garder Detroit, ça plaît à Luc. Absolument, Detroit. Elle va ensuite se focaliser sur les événements tragiques qui se sont déroulés dans le motel, que l'on va suivre donc pendant 2 heures. Pour moi, le film est en 3 parties. On a la mise en place, donc la présentation avec tous les protagonistes et tous les lieux qui vont servir, on va dire, de base. Le motel, comment cette tragédie va arriver, cette tragédie qui n'a pas de sens, qui est assez effroyable et qui est assez vile, méchante, hargneuse et bête, j'ai envie de dire. La dernière partie, ça sera le procès. Et là, je préfère ne rien dire de ce qui va se passer dans cette dernière partie parce qu'il faut vraiment aller voir ce film. Quand je suis sortie de ce film, j'étais perplexe et j'étais surtout très en colère. Et j'ai la chance d'avoir un ami, Darius, qui est né donc à Detroit, Minnesota. Et je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, il faut que tu me donnes tes impressions sur ce film. Je ne sais pas quoi en penser. Je trouvais ça violent. On a un petit peu... Donc j'ai fait, il me faut absolument ton ressenti. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Darius est afro-américain. Il m'a laissé quelques jours, il m'a rappelé, il me dit le film a été supprimé des écrans de la ville. On ne peut plus voir Détroit dans une salle de cinéma à Détroit. Il a été supprimé parce qu'il heurtait le public. Il a été aussi supprimé à Atlanta parce qu'il heurtait une certaine catégorie de population. Oui, mais alors laquelle? Les Afro-Américains? Je ne pense pas. D'accord. En creusant un petit peu plus le film, ce qu'il m'a dit du peu de personnes qui l'avaient vu, c'est qu'en fait, les événements qui ont succédé à cette tragédie sont super bien expliqués dans le film et donnent un nouvel éclairage aux gens qui l'ont vécu. C'est-à-dire que sa famille, à Darius, a vraiment vécu ce qui s'est passé. Et donc, ils ont eu, on va dire, une autre explication et une explication plutôt qui lui ont plu. Alors, je me suis dit, mais est-ce que le film a fait tant scandale que ça? Parce que bon, c'est une femme qui réalise et une femme blanche, de surcroît. Donc, et en fait, non. Catherine Bigelow a cette légitimité avec ses précédents films que, en fait, le film est plutôt bien passé, mais c'est plutôt le thème qui ne passe pas. Donc, voilà. Pour moi, le film, c'est un film important qui devait être fait pour montrer un petit peu à quel point notre société dans laquelle nous vivons, j'ai l'impression que c'est la même. En fait, elle n'a pas évolué, surtout en discutant avec lui. Ça pourrait arriver demain, et je pense que ça pourrait arriver ailleurs qu'aux États-Unis. Ça pourrait arriver pas très loin de chez nous. Elle a filmé, Catherine Bigelow a filmé son film de la même manière que Des mineurs, avec 3-4 caméras simultanément, caméra à l'épaule. Ça fait que ça donne une espèce de frénésie au film. Ça donne un effet punchy, un effet d'urgence, de frénésie assez jubilatoire. Les acteurs, tous,
chacun dans leur rôle, qui, suivant le rôle que l'on a, est pas forcément évident, et plutôt, ils sont plutôt bons, c'est parfait. Le film, il faut absolument le voir, parce que c'est un très beau... Où est-ce qu'il passe? Il passe Au Royal. Il passe au Royal. Et non, il Et à passe même Liberté. dans les pâtés, je crois. Il passe passe aux à Libertés et je crois même À la Valette. à la Valette. Mais en Ouais. tout cas, voilà, c'est un film qui m'a ému, c'est un film qui m'a bouleversé. Il faut aller le voir parce que c'est une trace. D'accord. Alors, juste, il se trouve que notre collègue et néanmoins ami, Anthony, l'a vu et il me fait part d'un message, puisqu'il n'est pas là, on l'a remarqué. Le petit dessin animé du début est une œuvre de Jacob Lawrence intitulée Migration Series. Voilà. Et c'est vrai. Alors, Alors, il m'a confié aussi, pardon, je te Oui. coupe, il m'a confié aussi, il a beaucoup aimé, il m'a confié également qu'il trouvait peut-être que la dernière partie était un peu longue. Et voilà, c'était sa seule réserve par rapport à ça. Et je suis assez d'accord avec lui, mais le reste est tellement, je vais pas dire parfait, mais tellement bon. Et ça t'as vraiment une immersion, le fait d'avoir cette caméra à l'épaule qui bouge sans cesse, que t'es projeté, t'es ballotté, c'est tellement bon que C'est bon. ça en devient jouissif. C'est super. Bah, en tout cas, allez-y. Et je pense que le film aussi durera, il sera visible dans la durée dans d'autres petites salles plus confidentielles. On reste dans du cinéma d'auteur, du film d'auteur. Vous savez comme je me perfectionne quand je me concentre dans Un les transitions. film tunisien qui Oui. s'appelle La Belle et la Meute de Katouer Benania. Ok. Et on s'excuse auprès de lui. Non, après d'elle. Et Auprès d'elle, pardon. je pense que je vais pas trop mal prononcer. Super. Bon, donc ça serait un peu, on va dire, c'est un peu une évidence de dire que La Belle et la Meute va faire l'actualité, va s'inscrire dans l'actualité avec la sphère Weinstein, avec tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux avec le hashtag Balance ton porc, parce que justement La Belle et la Meute traite d'une histoire sordide de viol qui s'est vraiment passée en 2011 en Tunisie, celle de Myriam, une jeune étudiante tunisienne qui va organiser une fête et puis qui va se faire violer par la police. Voilà. Donc c'est un film qui est prenant de la première à la dernière minute parce qu'on est avec elle. On est vraiment avec Myriam, on voit tout ce qu'elle ressent. C'est découpé en 9 actes. Et on peut dire que la réalisatrice ne prend pas de gants ni de pincettes pour montrer ce qu'elle vit. Et c'est prenant de la première à la dernière image. C'est un coup de poing dans l'estomac de 1h50. Et c'est important de le voir, vraiment. C'est important de le voir car dans le film, pour moi, elle synthétise un peu voilà ce que je pense de l'affaire Weinstein, etc. Qu'il faut pas hésiter à soutenir les femmes qui parlent. Il faut parler de ces choses et il faut pas que ça reste impuni et que ça reste sous silence. C'est dans l'air du temps, paraît-il. Oui. Donc voilà. Et c'est un film donc, qui a été adapté. Malheureusement, c'est dans l'air du temps depuis longtemps. Sauf que Oui. Maintenant, Surtout- on parle. maintenant on parle. Le seul petit bémol que j'ai un peu à faire à cette œuvre, c'est que elle prend beaucoup de liberté avec le livre et elle essaye de mettre la petite histoire dans la grande histoire, c'est-à-dire qu'elle essaye un peu de dresser un constat de la Tunisie. Autant des fois c'est très bien fait, autant des fois elle le fait un peu avec maladresse. C'est un peu le seul reproche que je pourrais reprocher à ce film. Et voilà, qui est un grand hommage, qui est prenant de bout en bout, voilà, qui est un grand hommage à ces femmes qui se battent tous les jours, voilà. Donc Pour là, faire pareil, éclater la vérité. voilà, le film est visible au Royal. Tout à fait. Voilà, n'hésitez pas, allez-y. Alors, peut-être la dernière chronique et dernier débat de ce soir sur la Palme d'Or. Et oui, en dernier, j'aurais dit le meilleur en dernier, c'est pas sûr. Ça va se décider tout de suite. Alors, c'est pas facile. C'est le film The Square du Suédois Ruben Östlund.
Alors, je vous fais le petit résumé. Le pitch, vas-y, fais-nous le halluciné. pitch. C'est un peu long, c'est pas grave. Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses enfants. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Conservateur apprécié d'un musée d'art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique, qui soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition intitulée The Square, autour d'une installation incitant les visiteurs à l'altruisme et leur rappelant leur devoir à l'égard de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs. Quand Christian se fait voler son téléphone portable, sa réaction ne l'honore guère. Au même moment, l'agence de communication du musée lance une campagne surprenante sur The Square. L'accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une crise existentielle. Voilà. Si vous n'avez pas compris grand-chose, c'est un petit peu normal. C'est un film, comment dire, c'est un film qui est une petite histoire personnelle qui questionne énormément, on va dire, une certaine classe sociale. Pour moi, c'est un film sur la violence de classe, qui est une petite merveille de satire de ces gens comme nous qui allons au cinéma, qui allons voir des films d'auteur, qui pouvons peut-être même se trouver dans cette catégorie qu'on dit les cultureux. Oui, je pense qu'on peut le dire. Et si on a un petit peu d'autodérision et puis aussi une honnêteté intellectuelle à pouvoir se remettre en question, ce film est une merveille et je pense qu'on peut vraiment carrément s'éclater. Voilà, parce qu'on se retrouve dans ce gars, aussi dans cette fille qu'on voit. Et c'est un gars, effectivement, Christian, qui est propre sur lui, beau garçon, tout lui réussit. Ah non, pas beau garçon. Il est absolument Bon. à tomber raide par terre. Ah oui, de beauté. Ah ben oui, Oui, il bah, est c'est plein ça. de charme, il est peur. extraordinaire, J'ai eu ce peur type. que tu me contraries là-dessus. Non, effectivement, il est très beau. Et quand tu le croises, il sent bon. Voilà, il sent bon la rose, puisque... Nathalie, tu il as n'a des pas choses besoin- à nous dire? Et puis, il n'a pas besoin de se laver, puisqu'ils sont bons naturellement. Et ces effluves sont du parfum de myrtille. Voilà. Comment dire, voilà. Donc, merci pour cet intermède. Oui, ce garçon, tout lui réussit. Il est conservateur, il est classe sociale, il est gentil, il a des belles valeurs humanistes. Mais quand effectivement, et c'est, je pense, un des objets du film, quand on se confronte, comment confronter ces valeurs humanistes à des réalités sociales desquelles nous sommes très éloignés. Nous, j'ai dit nous parce que c'est nous dont il s'agit. Eh bien, c'est pas facile. Et la violence que nous, qu'il ne voit pas et dont il est absolument pas du tout familier, c'est notamment par rapport à des réalités sociales basiques, eh bien, rejaillissent et lui pètent un petit peu au visage. Il se trouve au final extrêmement, puis ça le met en difficulté, et puis ça le met en difficulté on le sent déconnecté par rapport à ses enfants, par rapport aux femmes en général, puisqu'on voit bien qu'il y a un truc qui cloche, et par rapport aux réalités. Voilà, alors il se trouve que il faut aller le voir parce que c'est quand même un grand film. Personnellement, je pense pas que ça soit la Palme d'Or, mais ça reste un grand film. Attention, attendez, ça reste un grand film. Et On est à fond, on est dans les starting blocks, nous. Hein, ouais, t'as vu je sais. Mais laissez-moi. On a 5 minutes là, on est chaud. Laissez-moi finir. Ce qui était intéressant justement quand je disais que c'était important d'avoir de l'autodérision et puis une certaine ouverture d'esprit par rapport à ça et accepter qu'à un moment on puisse se remettre en question dans notre société et par rapport à d'autres choses. On peut avoir des valeurs humanistes et puis effectivement se trouver au final concrètement très éloigné de réalités sociales dont parfois on peut en juger de la violence mais dont on ne peut absolument pas l'appréhender. Et je crois que le film là-dessus, il est vraiment parfait et il bouscule. Voilà, c'est mon avis. Et je dois dire que juste pour une dernière, on ne restera pas beaucoup de temps malheureusement, mais il a eu et c'est très symptomatique, les médias de gauche, de gauche, on va dire, notamment très cultureux, ont eu une approche un petit peu, justement, ils l'ont pris un peu avec des pudeurs de gazelle en disant non mais c'est quoi cette satire de l'art contemporain, c'est pas comme ça, c'est caricaturé. Et de l'autre côté, on a eu Le Figaro et les médias de droite qui disent tiens, regardez, c'est une satire, ça montre bien la vacuité, l'art contemporain. Bon, alors je pense que la vérité, s'il y en a une, elle est pas ni dans l'un ni dans l'autre, elle se trouve
Voilà, dans du ressenti. Voilà. Donc je vous laisse, les amis, vous avez 2 minutes, montre en main. Bon, bah moi je vais juste te dire que je suis pas tout à fait d'accord en disant que c'est... Eh bien merci. Alors Nathalie, c'était quoi le... Je suis pas d'accord, j'ai pas aimé. Ah, mais personne n'est d'accord avec moi. Non, bon, alors laisse-moi vite développer. Moi je pense qu'Osloon, moi je le suis depuis longtemps, je le suis depuis Snow-Thérapie, j'ai vu aussi Play, le long métrage avant, Je le suis dans la rue. et il adore mettre en exergue l'ambiguïté morale qui sommeille en chacun de nous tout en remettant en cause certains modèles sociaux. Et il adore jouer sociaux, et il adore jouer avec ça, et il adore en fait maltraiter ce personnage, mais il y a une tendresse en fait avec nous. Il veut vraiment montrer notre humanité. Il montre notre humanité qui sommeille en chacun de nous, malmenée. et je trouve que le film est intéressant là-dessus, mais il n'est pas brillant. C'est-à-dire pour moi, il ne mérite pas la Palme d'Or. Je ne dis pas que c'est un bon film, je dis qu'il est intéressant. Voilà, le problème que je reproche à ce film, c'est comme un nœud queue sur Happy End, il veut trop en dire. Il veut trop en dire et le film aurait pu faire 30 minutes de moins, ça n'aurait pas altéré son propos. C'est un cinéma de situation avec un fil rouge. Il y a quand même des fulgurances, je suis désolé. Oui, il y a des fulgurances, voilà. mais il est maladroit dans son écriture. Il y a des moments où il est vraiment maladroit, et si on prend par exemple son précédent métrage No Thérapie que je recommande, il prend un sujet, il le traite du début à la fin, voilà, et c'est beaucoup plus fouillé, beaucoup plus mieux maîtrisé. Voilà. D'accord. Nathalie. Alors, moi, le film... On va rester sur une mauvaise, note. Non. Le film, dans son ensemble, est plutôt bon. Je suis d'accord avec toi. C'est une satire sur les élites qui restent dans leur élite, qui restent dans leur bulle, et qui ne communiquent pas avec les gens comme vous et moi, qui sont, on va dire... un petit peu inférieurs. Et donc, il y a une non-communication. Moi, le film m'a décroché au gala. J'ai trouvé cette scène ne servait à rien. Ah non, moi je trouve que c'est une scène sublime, d'une violence ultime. Je trouve que les 3 dernières minutes de la scène sont gratuites. Ah non. Voilà, la scène est trop longue. Oui, elle fait du mal. Il faut l'accepter. Il faut accepter. J'ai été violentée. Oui, il faut accepter. Ça m'a perturbée. Oui, je suis d'accord. Et non. Et c'est le but, et c'est réussi donc. Mais par contre, cet acteur, oh là là, il est absolument magnifique. Il est merveilleux. On va dire son nom pour finir. Vas-y. Claes Bang. C'est ça. Ah, oui. Claes Bang. Après Ryan Gosling. C'est tout. Voilà. Non, mais juste un petit truc pour dire que on avait annoncé qu'on traiterait 9 films, et je pense que les 2 films qu'on n'a pas traités, on le mettra sur le Facebook. Oui, voilà. On le verra l'année prochaine. C'est sur cette note magnifique, The Square, allez le voir, c'est dense et puissant. Qu'on vous quitte, et on vous laisse bien sûr, je dirais bien sûr, en compagnie et dans les mains expertes de Foundation.